Salam alaikum, Mazoul, bonsoir. Ce qui vient de se passer et qui pendait déjà au nez du régime depuis plusieurs mois en fait, depuis la mort ou l'assassinat d'Ahmed Gaïd Saleh, l'ex-chef d'état-major, n'en finit pas de choquer l'opinion publique algérienne, y compris les alliés naturels du même régime et ses plus fidèles soutiens, ses alliés naturels. Bousba, Lazarek, pour reprendre ce sobriquet que leur donnent les hirakistes. Jusque-là, quand nous commentions ce qui se passait dans ce système qui a phagocyté la notion même d'État en Algérie et qui l'amène droit à l'abîme, nous usions du mot régime. Maintenant, et cela ne fait plus aucun doute, je crois qu'il va falloir parler de camarilla, de bande, parce que le mot clan est devenu impropre pour qualifier les forces très fluctuantes et très malsaines qui parviennent à s'emparer du pouvoir, à le subtiliser à d'autres avant que d'autres forces ne viennent le leur arracher à leur tour, un peu comme ce jeu équestre afghan du bouzkashi, la virilité et le courage en moins, bien sûr. Alors, petit rappel, que s'est-il donc passé ? Quels sont ces derniers développements qui nous annoncent que le bouc a changé de main dans ce bouzkashi sournois où des forces aussi volatiles qu'elles sont sordides s'étripent à qui mieux, à qui prendra le pouvoir à l'autre, qui prendra le volant d'un engin lancé à toute vitesse vers une inéluctable butée. Eh bien, et pour ne reprendre que les faits les plus saillants, un président, pur produit de la plus grande fraude électorale depuis l'indépendance du pays, qui est évacué en urgence en Allemagne pour une histoire de Covid. Nous avait-on dit, sans plus de détails. Puis, ce furent des informations très contradictoires où l'on nous disait, dès le début de sa prise en charge, que son protocole médical s'était bien passé et qu'il était en convalescence. Or, curieusement, il n'avait fait aucune apparition publique, serait-ce derrière un masque, serait-ce depuis sa chambre d'hôpital, serait-ce sur un fauteuil roulant. Il n'a donné aucun signe de vie pendant presque 2 mois. 2 mois pendant lesquels les rumeurs les plus folles et des fuites organisées d'informations très confidentielles étaient savamment distillées par des relais abondamment fournis en détails de toutes sortes. Nous apprenons entre autres, en temps et en heure, qu'une équipe de la télévision algérienne s'était rendue en Allemagne depuis l'aéroport militaire de Bouferik pour filmer et diffuser une allocation du président Tebboune qui était enfin prêt à parler. Nous attendions donc de le voir sur les écrans de l'ENTV, comme d'habitude, dans ce genre de situation, avec un battage médiatique de tous les médias publics et les médias inféodés au régime. Or, très extraordinairement, c'est depuis son compte Twitter que le président Tebboune nous fait une vidéo, vraisemblablement filmée avec des moyens d'amateurs, où il ne dit quasiment que des banalités, voire même des absurdités, pour qui connaît la réalité algérienne, lorsqu'il nous parle, par exemple, entre autres, de transport des écoliers et des repas chauds qui doivent leur être servis. Nous allons écouter un peu de ce qu'il nous a dit sur cette vidéo. بسم الله الرحمن الرحيم وصلي اللهم وسلم
على إمامنا وحبيبنا سيدنا ونبينا سيدنا محمد، ألف صلاة وألف سلام عليه. ربما يأخذ أسبوع أسبوعين وثلاثة أسابيع أخرى، ولكن إن شاء الله سأسترجع كل قواي البدنية. بعدي عن الوطن ليس معناه نسيان الوطن، فأنا أتابع يوميا إن لم أقل ساعة بساعة كل ما يجري في الوطن، وعند الضرورة أسدي تعليمات إلى الرئاسة والولاة على تطبيق حرفي لما اتفقنا عليه بالنسبة لمناطق الضرب، وبالأخص بالنسبة للوجبات السخونة والنقل المدرسي. En fait, l'équipe de la télévision algérienne qui s'était déplacée en Allemagne pour transmettre son allocution via le NTV a dû plier bagages aussitôt arrivé parce qu'un contre-ordre était tombé d'un groupe du régime, d'un groupe de la junte qui venait de prendre le pouvoir, la totalité du pouvoir, et qui avait décidé non seulement d'envisager l'évacuation de Tebboune, mais aussi de ne pas lui permettre de s'exprimer publiquement tant qu'il ne se serait pas soumis à certaines conditions dont nous ne savons encore rien pour le moment. Et cette situation, avec le recul des événements actuels, nous permet de comprendre maintenant, un tant soit peu, le sens de la fameuse déclaration du président Macron. Je cite une seule phrase de sa déclaration. « Je vous le dis franchement, je ferai tout ce qui est en mon possible pour aider le président Tebboune dans cette période de transition. Il est courageux. » Fin de citation. Oui, nous comprenons maintenant que M. Tebboune avait appris que les nouveaux maîtres, les ennemis de ceux qu'il avait placés à la tête du pays, lui avaient fait savoir qu'il était sur une voie d'évacuation et qu'il ne devait s'exprimer sur quoi que ce soit avant d'être rentré au pays, où il devait prendre connaissance de sa nouvelle feuille de route s'il ne voulait être renvoyé à ses foyers. Et comme M. Tebboune sait parfaitement que certaines choses se décident à l'Élysée, il a alors envoyé un appel au secours à qui de droit. Et la réponse de qui de droit, examinée à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui, même si elle était très sibylline, cette déclaration, sonne en effet comme un soutien très franc au courageux Tebboune. L'autre fait saillant de la nouvelle main est celle du retour quelque peu tonitruant du général Nazar, ex-ministre de la Défense, qui avait fui le pays avec son fils et qui était sous le coup d'un mandat d'arrêt international lancé par le tribunal militaire de Blida. Il était passible de la peine de mort. Celui qui avait lancé sur le marché de la communication et de la propagande le mot « Issaba », M. Ahmed Gaïd Saleh, le défunt chef d'état-major, et qui avait réussi à prendre la réalité du pouvoir en Algérie, après avoir évincé Saïd Bouteflika, son principal partenaire dans le duo qui avait dirigé le pays depuis l'AVC du président Bouteflika. Ahmed Saleh avait donc réussi à se faire passer pour le sauveur providentiel du pays et en quelque sorte l'exécuteur testamentaire du Hirak qu'il avait lui-même tenté de tuer par ailleurs. Gaïd Saleh allait donc mener de front une très curieuse stratégie. Dans le même temps qu'il avait tout fait pour tuer le Hirak, qu'il accusait d'être une opération de subversion manipulée par la main étrangère, il s'en est servi pour encaisser les dividendes de l'évacuation du président Bouteflika que sa propagande avait inscrit à son actif personnel,
comme si c'était lui qui avait poussé Bouteflika à la démission. Et pour se faire mousser, il avait inventé le terme de Issaba, le gang, qu'il allait jeter en pâture à la foule pour mériter son nouveau titre de Menjel, la faucille, qui étêtait toutes les mauvaises herbes. Et pour ce faire, il avait choisi les plus détestables, les plus exécrables, les plus honnis par le peuple algérien, ceux qui s'étaient livrés à la prédation, au pillage des richesses, mais pas tous, cependant. Mais dans le même temps, il allait leur adjoindre, dans la même et double opération main propre et chasse aux traîtres, tous ceux qui n'avaient pas accepté qu'il devienne le nouvel homme fort du pays. Et c'est ainsi que nous allons retrouver dans le même sac deux ex-premiers ministres, une flopée de ministres, parmi les plus importants, le secrétaire général du FLN, des généraux-majors, Saïd Bouteflika, le puissant général de corps d'armée et néanmoins patron du DRS, le général Toufiq, son adjoint, le général Tartag, le DGSN, le patron de la gendarmerie, plusieurs milliardaires en dollars parmi les hommes les plus riches du pays et les plus proches du premier cercle des patrons de presse parmi les plus flagorneurs du régime. Sans compter une infinité de soi-disant grands serviteurs de l'État. Mais tous ne se sont pas retrouvés en prison. Certains ont été plus lestes et ont pu fuir à l'étranger, comme le général Nazar, ex-ministre de la Défense, particulièrement connu pour le rôle qu'il a joué durant les années rouges. À un moment de flottement, il avait participé, avant de fuir, il avait participé un tant soit peu à certaines rencontres et discussions sur ce qu'il convenait de faire pour la suite des événements, à la suite de la démission de Abdelaziz Bouteflika. C'est comme ça que ça se passe en Algérie, malheureusement. Pendant que des millions d'Algériens battaient le pavé pour revendiquer la liberté et la libération de leur pays, les chefs de l'armée et leurs relais se rencontraient en catimini pour essayer de subtiliser le pouvoir les uns aux autres. Mais Gaïd Saleh ne l'entendait pas de cette oreille. Et il était trop loin, il avait été trop loin pour hésiter sur quoi que ce soit. Et c'est ainsi que le général Nazar ne dut son salut qu'à sa fuite en Espagne, où il possédait de riches villégiatures. Il est donc finalement rentré blanchi, plus blanc que blanc, et toutes les poursuites contre lui abandonnées. Et mieux encore, il est rentré à bord d'un avion présidentiel, s'il vous plaît, qui est allé le chercher en Espagne, sans même l'accord du président de la République, qui, lui, se trouvait à l'étranger depuis plus de 2 mois pour une grave question de santé dont les Algériens ne savent strictement rien, si ce n'est les fausses informations qui leur ont été distillées par une partie du régime, pendant que l'autre partie se livrait à une fuite organisée de certaines informations. Rappelons aussi que le même Nazar, qui a certainement voulu se laver encore plus blanc que blanc, s'est fait prendre en photo au bas de la passerelle de l'avion présidentiel, en train de se faire donner le salut militaire par l'équipage. Et c'est lui qui a fait en sorte que ces images soient diffusées à une très large échelle. En fait, ce ne sont pas là seulement des rodomontades d'un vieux cheval de retour qui cherche à se venger de ce qu'on lui a fait subir. C'est malheureusement pire que cela. Cette communication est destinée à envoyer un signal très fort à ces foules grises d'alliés naturels du régime et à ces cohortes d'opportunistes en tout genre qui attendent de voir d'où souffle le vent
pour se ranger du côté du plus fort. Le signal est on ne peut plus clair. Mais il restait à finir le boulot, à faire le plus important pour la reprise de la citadelle, dont nous pensions que certains parmi les gens qui étaient à l'offensive étaient évincés, définitivement déclassés des généraux janvieristes comme Toufiq ou Nzar et leur nombreuse clientèle. C'est cela qui explique que le général Toufiq ait été sorti de la prison militaire de Blida et très confortablement installé en convalescence à l'hôpital militaire de Bouchaoui, où il jouissait de toutes les commodités. C'est cela qui explique l'extraordinaire réhabilitation du même Toufiq, Saïd Bouteflika, Tartag, Louisa Hennoun, par le même tribunal qui les avait condamnés. Et ces gens que tout le monde donnait pour politiquement morts, que le pouvoir de Gaïd Salah avait réussi à qualifier de Issaba, et à qui, à leur tour, ont réussi à faire accuser ses enfants, les enfants de Gaïd Salah, de Issaba, preuve en main, et qui semblent avoir maintenant le vent en poupe. Ces gens-là se sentent tellement sûrs d'eux-mêmes qu'ils n'ont même pas pensé à noyer le poisson en laissant libérer les détenus du Hirak. Une attitude significative de leur mépris pour le peuple algérien en attendant que le fleuve de l'histoire retrouve son cours naturel. Algérie, pouvoir algérien, recomposition ou décomposition. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi Idir Ounouren, analyste politique. Idir, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Je salue Ibrahim et notre jeune ami Karim. Merci. Et bonne émission à tous. Merci. Ibrahim Younsi, en effet, cadre du MDA de 82 à 88. Ibrahim Younsi, merci d'être avec nous. Merci de m'inviter de nouveau. Je salue chez Karim à ma droite. Merci. Et c'est Idir en face de moi, voilà. Comme toujours. Pas votre gauche, en face de vous. En face. C'est votre binôme. Enfin, vous êtes un binôme, à tous les deux. Karim Naïtou Slimane, analyste politique. Merci d'être avec nous, Karim. Bonsoir Jamaldine, merci pour l'invitation. Je salue également Daïdir et d'Abrahim et tous les téléspectateurs. Merci beaucoup. Alors, vaste programme. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui nous démontre que finalement ce régime est insondable. On n'arrive pas à comprendre, à imaginer qu'il puisse avoir des limites. Insondable et inamendable. Inamendable, il ne s'amende pas. Et cette histoire, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Ce qui vient d'arriver en ce moment, grosso modo, comme ça, on va essayer de parler à bâton rompu entre vous. N'hésitez pas à vous interrompre. Parce que les uns les autres. Votre titre, si je peux permettre, votre titre, c'est recomposition ou décomposition? Décomposition. Le choix est vite fait. Très vite. Ah, d'accord. La question ne se pose pas tellement alors. Très Ce n'est vite. pas une recomposition. Oh, on va en parler. Oui. D'accord. On va en parler. Oui. On ne va pas anticiper. D'accord. Simplement, je ne crois pas que, comme dirait Paul Morand, que l'histoire est à ce point idiote pour se répéter mécaniquement. Mais une question, Brahim, aussi, justement, et je sais que pour en avoir parlé déjà avec vous en particulier, en privé, vous pensez que c'est le retour des généraux janvieristes, Toufiq, Nzar et les autres? En tout cas, ils sont là. D'accord. Ils reviennent.
en surface. Et nous pensions qu'ils étaient évincés, qu'ils Oui, étaient finis, mais terminés. mais ils sont là. C'est pour ça que je dis que l'histoire n'est pas idiote pour se répéter comme ça mécaniquement. D'accord. Elle ne va pas se répéter? Je ne le crois pas. Généralement, elle ne se répète pas. Mais est-ce qu'il y a, d'après Mais- vous, est-ce que... Je Il y ne a veux un même paramètre. plus dire un clan contre un autre. Est-ce qu'une il y a camarilla... toujours eu, vous avez parlé de camarilla, à mon sens, il y a toujours eu des coteries. Oui, Plutôt. coterie, oui. C'est en des effet. coteries. Oui. Mais il y a un paramètre dont il faut absolument tenir compte. C'est la révolution. La révolution n'est pas finie. La révolution n'a pas réussi, évidemment, depuis le 22. Elle est en stand-by. Elle n'a pas réussi depuis le 22 parce que, simplement, le régime, le système n'est pas tombé. Mais elle n'a pas échoué C'est vrai. parce que le régime, le système est toujours en situation de tomber. Mais c'est le régime qui, pour le moment, a l'initiative et il ne s'en prive pas. Vous savez, il y a des... généralement, je ne prends jamais ce type d'exemple. On a tous vu des matchs de foot où l'équipe qui est à l'offensive, etc., et c'est elle qui perd. C'est elle qui perd. Elle peut marquer le premier but, C'est vrai. mais elle en reçoit 3 après. Ouais. Bon, ils sont à l'offensive, évidemment. Mais pourquoi sont-ils à l'offensive? Parce qu'ils savent que la terre est en train de se dérober sous leurs pieds. Mais ils sont à l'offensive surtout, d'accord contre le Hirak, bien sûr, mais aussi contre eux-mêmes. Ben Ils justement, sont en train de se déchirer, de se... justement, parce que je pense qu'ils sont aussi, ils vivent, ils sont touchés. Vous, mes amis diront ce qu'ils penseront, qu'ils sont touchés par le syndrome obsidional. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils sont encerclés. Ah. C'est comme une ville assiégée. Ils sont assiégés. Mais normalement, quand ils sont assiégés, quand ils sont encerclés, la logique aurait voulu qu'ils s'unissent contre le Hirak, qu'ils soient un seul bloc, qu'ils soient homogènes. Or, ce n'est plus le cas. Mais il y a une des parties, en tout cas ce que j'ai entendu, qui est en train de faire appel précisément à ce que vous appelez Hirak, Oui. pour dire que la Haïsaba est revenue. Il faut absolument que nous fassions alliance pour de nouveau chasser la Haïsaba. Et quelle est cette partie qui est en train de faire appel? C'est celle de Gaïd Salah. Ah, Celle qui est en train les résidus. les résidus de Gaïd Salah, qui sont en train de tout faire pour Karim? essayer de revenir. Ce que je veux dire, c'est que si les généraux, ce pouvoir, ces janvieristes et les autres Oui. vivent le syndrome obsidional, la révolution, elle, ne doit pas vivre, quant à elle, le syndrome de la résignation. Et Vas-y, David, vas-y. Non, ce que je voulais dire quand il parlait de coterie, je suis tout à fait d'accord. Le souci, c'est que la justice militaire a relaxé. Bon, c'est la première impression qu'un Elle citoyen... n'a pas seulement relaxé, elle a acquitté. Elle a quitté, voilà. Et pour ce qui est de Nazar, qui a été condamné à 20 ans de prison, il n'a pas été rejugé. Il a été estimé que... Il me semble qu'il Il est hors obligé, la- il est obligé de passer devant les tribunaux pour... On dit que son mandat a été vidé. Oui. Donc, Restons sur les détenus là, qui ont été libérés, Oui. qui ont été acquittés, relaxés, d'autant qu'il y en a 2 d'entre eux, l'un a été transféré à la prison civile et l'autre qui est toujours aux Saïd arrêts. Bouteflika. Qui est toujours aux arrêts. D'abord, c'est une coterie. Ça marque aussi la fragilité de l'institution militaire. Ça met en exergue toute la machinerie de feu Gaïd Salah. C'est-à-dire que le droit doit être dit en tout lieu, en toutes circonstances. Ça, c'est la base du droit. Je suis un militant des droits de l'homme, donc je ne charge ni la Mulдix ni la Muldy. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que par cette action, on nous montre que finalement, ces fameux décideurs ne décident de rien quand il s'agit de leur propre intérêt. Ils essayent de sauver leur peau. Brahim disait tout à l'heure qu'il se régénère et le Hirak ne doit pas se résigner, mais à quel prix? Est-ce que vous avez calculé l'impact? Est-ce qu'on a le droit, carrément,
carrément de faire un déshonneur comme ça à nos djounoud. Parce que c'est eux qui sont en train de porter atteinte au moral Tout à fait. de l'armée. Donc À ça travers décrédibilise l'armée. Ouais. Pour les plus vieux d'entre nous qui nous regardent, rappelez-vous, M. Benchenouf, Brahim, tu étais trop jeune, Karim, excuse-moi. Chedli est resté 20 ans chef de la 2e RM. Bon, 3e RM, qui c'est qu'il y avait? Il y avait le colonel Zergueni, il y avait Salim Saadi, Ataïlia, la première région militaire. La seule personne qui a subi les foudres d'une partie d'une coalition, c'est le général Bellossif. Et là, on peut en parler parce que c'est une histoire qu'il ne faut pas revenir. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que moi, ce qui m'horripile un petit peu, je m'excuse pour le mot, ce qui me désole en fait, c'est le fait qu'on salit l'institution à travers des comportements mafieux, des comportements sectaires qui sont loin de l'intérêt national. C'est des enjeux de rente, c'est des enjeux de pouvoir. Et le peuple algérien ne peut plus subir ce genre de choses. Et cette justice à deux vitesses. Comment pouvez-vous, le jeune Keshida, là, il s'appelle, c'est M. Keshida, à 2 poids et 2 mesures. 3 ans de prison ferme. Suivant qu'on soit fort ou faible. Suivant qu'on soit puissant ou faible. C'est ces questions de moralité. Moi, ce qui m'inquiète, et je le dis, c'est bien une inquiétude, c'est qu'à travers ce qui s'est passé par rapport à l'élargissement, je ne parle pas du fond, je parle de la forme. Et on en avait parlé depuis très longtemps et on en avait discuté même sur votre plateau, M. Benchenouf, que l'élargissement allait arriver. C'est que la morale est bafouée, la cohésion militaire de l'état-major, peut-être, comment le dire, il n'y aura peut-être plus de cohésion. C'est important de le dire. Ça fragilise les institutions. Ce n'est pas la cohésion de l'armée qui est mise en cause. De l'état-major. C'est la cohésion de la junte. De la junte, moi, je dirais comme ça, plutôt. C'est la cohésion de ceux qui ont pris le pouvoir. Brahim et moi, on avait été les premiers à parler d'égalidisation. Et c'est arrivé. On en a parlé au mois de juin, peut-être. Oui, mois de juin. Ah ben, Chiche qui termine le boulot. Chiche qui termine le boulot. Juste pour terminer sur une anecdote. Oui, oui. Qui a validé le choix de M. Tebboune? M. Gaïd Salah. Gaïd Salah. Qui a appelé donc je pense que le Conseil constitutionnel, qui termine le boulot, qui termine le ceux qui sont chargés de règlement de compte aillent jusqu'au bout. C'est ce qu'ils sont peut-être en train de faire. Peut-être, c'est une possibilité. Le fait d'avoir empêché Tebboune de s'adresser aux Algériens via le NTV depuis l'Allemagne. Tout à fait. Pour moi, il a été c'est pour échapper à la censure du renseignement militaire et d'état-major. Je pense que ça, je crois que c'est dans la feuille de route de ce système, justement, d'aller vers ça. Mais je pense que en ce qui concerne le Hirak et ce qui concerne la cause du peuple algérien, je pense que le fait d'avoir cette discussion de cette manière-là, c'est ce que cherchent justement les spin doctors du régime qui ont entamé une vaste opération de communication politique, communication qui vise d'un côté à exhiber leurs forces. On sait très bien comment on peut interpréter le sens, par exemple, du retour en fanfare de Nazar, mis en scène. Et puis aussi, d'un autre côté, pareil, l'acquittement de Toufir et compagnie, Saïd Bouteflika et compagnie. Et puis aussi la lourde condamnation aujourd'hui d'un jeune du Hirak, c'est-à-dire, là, ce n'est pas 2 poids 2 mesures qu'on montre, mais plutôt, on montre quelque chose qui est beaucoup plus profond que ça, c'est-à-dire on met en exergue, on met au jour, c'est-à-dire la force de ceux du régime et la faiblesse supposée qu'on essaie de mettre en scène des militants du Hirak, du peuple isolé. Parce que, pour se mettre dans le cadre, à mon avis, comment il faudrait interpréter ce qui se passe en ce moment, et pour après parler et donner sens et répondre au titre de l'émission d'aujourd'hui qui est décomposition, recomposition. Pour moi, la réponse aussi, elle est vite trouvée, c'est la décomposition. Pourquoi? Parce qu'il faut revenir à la nature de ce régime. C'est un régime totalitaire. L'obsession de tout régime totalitaire, c'est quoi? C'est le contrôle. Et on sait très bien que le contrôle est une composante fondamentale dans la logique militaire qui fonctionne sur des logiques de territoire. On sait très bien qu'un territoire, c'est un espace qui est sous contrôle d'une autorité. C'est comme ça qu'un espace comme l'Algérie devient le territoire. Donc, jusqu'à présent, depuis 1962, jusqu'à présent, le régime a toujours fait en sorte de chasser ses opposants, de les chasser de toutes les manières, c'est-à-dire soit physiquement
en les liquidant carrément, soit en les poussant à l'exil, soit en les mettant en prison. Mais depuis le 22 février, il y a quelque chose d'extrêmement nouveau qui se passe sur la scène politique algérienne. Pour la première fois de l'histoire de l'Algérie indépendante, ce régime-là, ce système-là, fait face à une opposition sur son propre territoire qu'il ne peut pas contrôler. C'est pour ça qu'il donne l'impression de tout contrôler, notamment en exhibant son contrôle sur le système de justice. Pour la première fois, ce régime fait face à un hirak, à une opposition populaire et radicale qui le rejette sur son propre territoire et qui est dispersée un peu partout, qu'il ne peut pas contrôler et qui peut émerger à tout moment. Elle peut sortir maintenant, parce qu'à l'époque, le régime s'est quand même s'est accommodé d'une opposition un peu régionale, localisée principalement en Kabylie. Il est arrivé quand même à faire tant bien que mal. Mais là, pour la première fois, on a une opposition populaire qui risque de repartir à nouveau de n'importe quel endroit de l'Algérie. Mais est-ce que le régime n'a pas réussi à Non, récupérer d'une certaine manière le Hirak, Pas du puisqu'il parle de Hirak el-Moubarak, Ouais. puisqu'un Tebboune vient nous dire aujourd'hui, fort heureusement, le Hirak a obtenu ce qu'il a voulu, il une a pas élection présidentielle, et ouais. il m'a élu. Ouais, il a demandé la Constitution, et il a eu la Constitution. Il est en train de dire ça, le régime. Il n'a pas réussi. Pourquoi il n'a pas réussi? Ça montre, on peut le voir clairement d'après ces derniers actes. Par exemple, là, en libérant, en acquittant Nazar, Toufik, Saïd Bouteflika et tout ça, le régime a perdu quand même une grande partie de sa clientèle un peu électorale, donc qui était un peu... Les avec Bousba al-Zarq. Si on peut, oui. Si on Mais peut dire Bousba ça. al-Zarq se retourne toujours. Il va applaudir quand même. Il se retourne toujours, mais c'est comme ça. Il ne va pas sortir dans la rue, non, je veux dire. Mais c'est ça, en fait. C'est ça la force du Hirak. Il y a certains qui sont perdus, ils vont se retourner à chaque fois. Mais nous, qu'est-ce qui nous intéresse en Algérie? Il nous intéresse d'attirer dans le camp de l'opposition, la véritable opposition à ce régime, de plus en plus de nombres. Parce qu'il y a un nombre quand même qui est clé. Vous savez, par exemple, dans le management des entreprises, on parle, et ça a été étudié, prouvé scientifiquement, que dans les sociétés, le pourcentage qui change, soit les entreprises, soit les sociétés, soit c'est 2%. 3%. C'est 2, entre C'est-à-dire 2. pour toi, des 2%, c'est la masse critique. Je pense qu'à partir du fait C'est ce qui est qu'on dit. dépassera, C'est ce qui est dit. oui, 2-3%. 2-3%, je pense que déjà là, on a vraiment bien avancé. Le régime a de plus en plus d'opposants parmi le peuple. Et parce qu'à l'époque, l'opposition, c'était quoi? C'était l'élite, il faut le dire. À l'époque, Enfin, une opposition entre guillemets. Non, mais il y avait quand même de l'opposition Il y en avait radicale. eu, Il y en avait quelques-uns. Non, il y en avait une. Oui, à part le FFS. Non, bien avant, il y en avait quand même. Elles étaient dans la clandestinité. Oui, il y a certains mais qui ont fait des propositions d'entrisme, voilà, etc. c'était extrêmement réduit, isolé. Maintenant, c'est l'inverse. Maintenant, nous avons des jeunes de 18 ans, et c'est pour ça qu'ils essayent aujourd'hui d'envoyer un message en condamnant d'une manière abjecte le jeune Walid Keshida à 3 ans de prison ferme. Là, ils se retrouvent pour la première fois face à des jeunes de 16 ans, 14 ans, 18 ans, 20 ans, extrêmement politisés. Et la société est en train de se politiser de plus en plus. Parce que la solution en Algérie, c'est quoi? C'est la politique. Le problème pour le régime voit la politique comme un problème. C'est pour ça qu'historiquement, il a travaillé pour son contrôle. Mais là, maintenant, les Algériens veulent faire de la politique. Et ça va aller. Et lorsqu'on aura atteint une masse critique, ce régime-là va naturellement céder. Vas-y. Je ne suis pas, j'ai des nuances. Tu es plus âgé que moi. Oh, c'est sympa. Tout le monde aura compris. Tout le monde aura Pour un peu être un peu nuancer les propos de Karim, et peut-être même des désaccords. Ces histoires de territoire, même dans son sens politique, ce qu'il faut insister, sur quoi il faut insister aujourd'hui, c'est sur la fragilité de l'état-major. L'état-major est héritier d'une tradition, vous l'avez même évoqué un petit peu dans l'édito de manière subliminale. C'est à ce niveau-là que ça se joue aussi. On a parlé de mutation. Et nous sommes arrivés là, aujourd'hui, il faut qu'ils opèrent leur mutation. Parce que attenter comme ça
à l'honneur de l'institution militaire, je ne parle pas de ceux qui sont censés la diriger, l'orienter, etc. Oui, etc. oui. Ça, c'est inadmissible, ça c'est un. Et tenez-vous bien, quand ils vous disent, ces gens-là, avec des discours, et c'est une honte, je ne suis pas en général populiste par rapport aux chouhada, quand ils disent que l'ANP, c'est la digne héritière, pas par ce type de comportement mafieux en delà du droit, et qui décrédibilise la nation et le peuple algérien, même aux yeux de l'étranger. Moi, je suis curieux de savoir ce que pensent les Français aujourd'hui de cette histoire, ce que pensent les Allemands. D'ailleurs, M. Mohsin Bel Abbès a reçu l'ambassadrice aujourd'hui d'Allemagne pour un échange de points de vue pendant près d'une heure. Ils ont évoqué cette situation et les droits de l'homme, etc., etc. C'est toutes ces questions. C'est-à-dire que moi, je pense que ça donne encore plus d'opacité à notre devenir. C'est pas très clair, ça c'est un. Deuxièmement, ça risque d'emmener, et Karim l'a évoqué, et là je te rejoins, les jeunes, etc., à cette espèce de rupture de consentement à l'autorité, comme l'avait suggéré aussi la semaine dernière Brahim. Ces questions mélangées à la crise économique, c'est une catastrophe. Je ne veux pas être pessimiste. C'est une catastrophe en devenir. En devenir. Et donc, c'est pour ça qu'il faut de la sagesse. Et c'est là où j'avais dit la dernière fois que le Hirak doit passer à sa phase adulte. Et le Hirak, on ne peut pas laisser, Karim. Oui, je sais que tu es un militant actif, et c'est tout à ton honneur. On ne peut pas laisser simplement au niveau de la théorie. Il faut qu'il rentre en dynamique par rapport à l'environnement d'aujourd'hui. Absolument. Excuse-moi. Brahim Younsi, puis j'aurai une question précise à vous poser. Brahim Younsi. Et là, on parlera. Les deux discours rejoignent un peu ce que j'ai dit, à savoir que le système, que le régime est assiégé. Il est assiégé. Voilà. Il est assiégé. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Simplement, vous avez dit, si jamais, que le régime récupérait ou pouvait récupérer le Hirak. Non, il essaie de s'en servir, mais il ne l'a pas récupéré. Absolument, Il ne l'a pas je suis d'accord. Et remarque essentielle, fondamentale, à mon sens, c'est que, et cela vient d'être suggéré par Idir, c'est que ce pouvoir n'a pas de projet. Réellement, il n'a pas de projet. Il avance au pifomètre. Il n'a pas de feuille de route. La situation qui a été décrite par Karim, c'est que ce régime est dans l'immédiateté. Il est simplement, pas dans la perspective. Du tout. Il est dans l'immédiat. Il est dans l'instantané. Dans l'instantanéité. Il essaye de mettre des rustines à chaque fois que la chambre à air montre un trou. Il essaye de mettre. Mais il y a tellement de trous et de rustines à mettre qu'il est complètement dépassé par les événements. Ce que je voulais juste dire pour approfondir, Karim, tu m'excuses. Oui, mais très vite, poser une question importante à vous poser. C'est quand il a dit qu'il n'a pas de projet, il n'a pas de perspective, on est un pays figé, isolé, un président isolé, tout ça, on l'a dit, c'est pas le souci. Mais le plus grave, c'est que même s'il y a un renouvellement, on parle d'un changement de gouvernement, c'est qu'ils n'ont plus de clientèle à proposer. Et aucun Algérien sérieux ayant l'Algérie chevillée au corps ne peut participer à un futur gouvernement ou à un exercice politique sous la présidence de M. Tebboune et avec ce même système qui doit s'exonérer, qui ne doit pas s'exonérer de tout ce qu'il a Qu'est-ce qui a produit. poussé vers ça et qu'est-ce qui a poussé? C'est le Hirak. Oui, bien sûr. Donc c'est ça la force tranquille. C'est ça, dans son Je ne veux plus qu'elle soit tranquille, je veux qu'elle soit en dynamique. Le problème, me semble-t-il, qui se pose à ce régime, c'est qu'au lieu de prendre la ligne droite ou la route droite, comme dirait Léopold Sédar Senghor, il prend les chemins tortueux. Aïwoudni. Il prend les chemins tortueux. Parce que alors que la route est droite. Parce que ce régime, juste une petite remarque ici, parce que c'est là où il y a la note vraiment de l'espoir qu'il y a, c'est que ce régime-là ne peut pas prendre la route droite, justement. Parce que ce régime-là ce n'est pas dans sa nature. Et philosophiquement, voilà, c'est pas dans sa nature. Philosophiquement, anomique. Historiquement, il est fini, il est en train de survivre. On regarde par exemple la nouvelle génération d'Algériens connectés au monde. Ce régime-là pouvait bien fonctionner lorsque l'Algérie était isolée, tout était sous contrôle. Cette génération qui est connectée au monde, elle ne peut pas être gérée de cette manière. On regarde par exemple les entreprises. Moi j'aime bien toujours comparer. Les entreprises, elles ont eu à un certain moment, les entreprises américaines, elles ont eu un problème de productivité. Comment on fait pour améliorer? On a l'ancienne doctrine, comme celle qu'adopte le régime politiquement, c'est-à-dire c'était la doctrine du contrôle, du contremaître. On était dans une doctrine
du contremaître, c'est-à-dire de la surveillance des employés, du calcul, du contrôle. De la pointeuse, quoi. Voilà. Maintenant, les Américains sont passés à un autre modèle, c'est celui de la liberté totale. C'est-à-dire les grandes entreprises multinationales actuellement, elles ouvrent, c'est-à-dire au sein des entreprises, vous avez des salles de jeu, vous avez des salles de repos, vous avez même des salles pour faire la sieste à l'intérieur de l'entreprise. Ouais. Et donc, pourquoi? Parce qu'ils ont, voilà, etc. Parce qu'ils ont compris que la réussite maintenant, elle est dans la liberté, pas dans le contrôle. Dans la flexibilité. La flexibilité. Et c'est par le résultat qu'on juge l'entreprise. Et en politique, c'est la même chose. Ce régime-là est en train de réagir, d'agir avec une génération 2020 avec des méthodes des années 50, 60. Et ça ne peut pas avec marcher. Un pouvoir qui ne délègue rien. Non, mais c'est clair. Mais en plus, je ne sais pas si on peut modéliser tout ça. C'est la question, c'est celle-là. Alors, moi, j'ai une question. Dans les sociétés, regardez par exemple, juste un instant. On peut le modéliser. On va en France, par exemple. Regardez ce que des gouvernements qui sont bien conseillés. On voit, par exemple, comment Macron a géré la crise des Gilets jaunes. Il a eu la même chose avec un mouvement contestataire violent qui s'est dirigé même un jour à l'Élysée, à tel point que Macron a été quand même délocalisé. Voilà, délocalisé, exfiltré même par hélicoptère. Oui, c'est ça, délocalisé. Voilà. Donc, comment ils ont géré? Au lieu d'aller à l'affrontement, d'aller au verrouillage total, ils ont quand même fait l'inverse. Ils ont déjà donné beaucoup de choses et par la suite, ils ont organisé, ils ont ouvert les institutions de l'État partout en France. Ils ont organisé un débat public. Ils ont laissé la liberté aux gens d'insulter, de dire... Il y a des gens... Il y a un artiste, j'ai oublié son nom. Il avait insulté Macron, mais vraiment des grosses insultes. Et Macron l'a appelé pour le remercier de son apport au débat public. À tel point que ce même artiste dont j'ai oublié le nom, il a dit « Je suis étonné. » Moi, je le connais, mais je ne le dirai pas parce que je ne l'apprécie pas beaucoup. Il a dit... quelqu'un de vulgaire. Quelqu'un de vulgaire, mais il a dit « J'ai tellement insulté le président qu'il m'a appelé pour me remercier. » Mais ça, c'est une intelligence nouvelle, c'est une manière nouvelle de faire de la politique. Alors, je m'excuse parce que il faut... Alors, une question. Monsieur Toufiq, Monsieur Nazar, Monsieur Tartak, Madame Louisa Hennoun, Monsieur Saïd Bouteflika ont été condamnés par un tribunal militaire. D'abord pour complot contre l'État et complot contre l'autorité de l'armée. D'abord, comment peut-on condamner quelqu'un ou l'accuser de complot contre l'autorité de l'armée lorsqu'il n'est pas militaire? Ce sont des civils, y compris Toufiq et Tartak, qui sont des généraux à la retraite. C'est-à-dire qu'ils sont, à part l'obligation de réserve, ils n'ont aucune autre obligation. D'abord, deuxièmement, tout le monde sait, ça veut dire dans l'absolu, tout le monde sait qu'ils ont été victimes d'une injustice. S'ils avaient été jugés pour les carnages qu'ils ont commis pendant la décennie rouge, s'ils ont été jugés pour les déprédations économiques, tout ce qu'ils ont détourné, tout ce qu'ils ont pillé, là, on aurait été d'accord. Or, ce n'est pas le cas. Ils ont été condamnés parce qu'ils se sont opposés à Gaït Salah. Parce que Gaït Salah s'est senti menacé dans sa mainmise sur le pouvoir. Il les a fait condamner par une justice aux ordres. Et là, la même justice, la justice militaire, procède à l'annulation d'un jugement sans le rejuger, celui de M. Nazar, qui a été condamné à 20 ans de prison, sans autre forme de procès. Il a été lavé sans autre forme de procès, ce qui est illégal en soi. Ensuite, ils élargissent les 5... ils sont 5 ou 4 ? 4. Ils les élargissent tout simplement. Ils sont acquittés. Alors, j'entends bien, moi je comprends qu'ils soient acquittés. C'est tout à fait normal, ce n'est que justice. Mais le problème, comment cette même justice, qui a obéi à des ordres illégaux, qui a condamné des citoyens de façon illégale, pourquoi aucun compte ne lui est demandé ? Tout à fait. Je crois qu'il y a eu 4 avocats qui se sont exprimés, Miloud Brahimi, Maître Santeni, Moukhanet Larbi, dont je me rappelle sa déclaration par rapport au jugement, et il a dit une phrase. Il a dit il y a des juges qui ont condamné et d'autres qui ont libéré. Je crois que c'est lourd de sens. Mais c'est la même justice. Oui, c'est la même évidemment. Justice. Donc c'est lourd de sens, c'est politique. Encore une fois, moi je reviens à une crainte que j'ai, c'est que l'armée perde sa cohésion. L'armée perd sa cohésion parce que quelque part c'est un peu son honneur qui a été touché par
par la manipulation, par ce que vous venez de dire d'un point de vue de droit, au fond, et vous venez de souligner cela. Ce qui me gêne, c'est que, est-ce que, Karim le disait, ça va fragiliser l'armée dans sa perspective de reprise en main des choses? On est vraiment dans le flou. Et Rderi, qui est lui-même général. Pourquoi Rderi n'a-t-il pas été réhabilité alors que tout le monde sait que lui aussi est victime d'une injustice? C'est parce que M. Gaïd n'a pas apprécié qu'il... Rappelez-vous de sa phrase, et je crois qu'il avait même nommé à la fois Bouteflika et M. Ahmed Gaïd Salah en disant ou c'est eux ou c'est moi. C'est à partir de ce moment-là, il a posé la vraie problématique. Je crois que c'était au Forum de Liberté, si mes souvenirs sont bons. Et pourquoi n'a-t-il pas été touché par cette monstruétude de la justice militaire? Parce que M. Gaïd Salah, à l'époque, était... Mais Gaïd Salah n'est plus là. Oui, mais pourquoi n'a-il pas été blanchi lui aussi comme les autres? Est-ce que les rapports entre ceux qui décident et qui envisagent pour nous un avenir sans nous sont toujours opérationnels? Mais il faut revenir au droit, je pense, parce qu'on ne peut plus se permettre ça. Il faut vraiment, je crois qu'on a atteint la limite du supportable dans cette affaire. On l'a vraiment atteint, M. Benchenouf, parce que l'honneur, pour ceux qui ont un peu l'Algérie comme ça au cœur, ce n'est plus possible. Comme vous voyez, un chef d'état-major lui-même qui convoque l'article 102, qui convoque le corps électoral, qui fait élire M. Tebboune, qui dit aux petits armatis allez jusqu'au bout, qui envoie des généraux, comme vous l'avez dit, si on les avait inculpés pour des choses d'ordre de corruption, etc. D'accord, mais sur de fausses preuves. Quelle image vous donnez du pays? À l'international, quelle image vous donnez du pays? On ne peut plus se permettre un bis repetita. M. Chengrija, il a du boulot devant lui, ou il s'en va lui aussi? En fait, ils ont montré leur véritable nature. Je Parce dirais que même pas, dans la réalité, c'est une mafiocratie qui est à la tête de l'armée. L'armée n'a rien à voir et si là-dessus. l'opposition était forte aujourd'hui, plus organisée, avec la force du Hirak, qui est une force, je crois que les jours du système, je dis bien du système, auraient été comptés. Je suis peut-être optimiste. On appelle ça la protase. La protase. Ben oui, la conditionnelle est avant la principale. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration de maître Miloud Brahimi qui dit cette décision est à l'honneur de la justice, elle fait honneur à la nouvelle Algérie qui appelle à l'édification d'une justice nouvelle? Il faut attendre. Mais dans la réalité, c'est vrai que cette décision, on aime tout faire qu'on n'aime pas, cette mesure n'est que justice. Non, je ne dis pas qu'elle est... On sait que c'est un règlement de compte. Mais pourquoi n'a-t-on pas demandé des comptes à cette justice qui a obéi aux ordres? Ce qui, en plus, pose problème dans la hiérarchie, c'est qu'ils ont été condamnés en appel. Oui, en effet. C'est la Cour suprême qui... C'est la Cour de cassation, je crois. Oui, c'est la Cour suprême. Oui. Que s'est-il passé entre-temps? Qui casse? Est-ce que la Cour suprême n'a pas donné de véritables raisons, ou les véritables raisons pour lesquelles elle a cassé le c'est la Cour suprême ou c'est une structure de pourvoi au sein de la justice militaire? Parce qu'il y a différence. C'est la Cour suprême. La Cour suprême, est-ce qu'elle est habilitée à juger une affaire militaire? D'accord. La hiérarchie des normes, c'est la Cour de autorité judiciaire. Elle a confirmé que ce soit pour les militaires ou pour les civils. Non, elle n'a pas confirmé, au contraire, elle a cassé le jugement. D'accord. Elle a cassé le jugement. Mais la Cour suprême n'intervient pas sur les faits. Sur le fond, normalement. Elle intervient sur le fond. Oui, en effet. Elle intervient sur le fond. C'est-à-dire qu'elle remet en cause la justice. Oui. La façon dont la justice a jugé. Oui. C'est extrêmement grave. C'est-à-dire que la justice a été partiale. La justice militaire a été partiale. Oui, bien évidemment. Mais c'est la justice. Simplement, je reviens à l'armée. Parce qu'il parle de cohésion. Je ne crois pas qu'il y ait eu, à quelque moment que ce soit, peut-être un laps de temps, à l'époque de Boumediene. Et tu as même soulevé... Oui, non, à cette époque-là, il n'y a pas de souci. Voilà. À l'époque de Boumediene.
On est entièrement d'accord. Mais après, c'était des règlements de compte et l'affaire Belossif le démontre. C'est la seule, je l'ai noté. Le démontre. Oui, voilà. oui, Oui, bien sûr, le démontre amplement. Règlement de compte Mais sur là, fond mafieux. ce qu'il C'était y a- ce qu'il y a à des contrats craindre- militaires, en fait. En fait, C'était- oui. Ce qu'il y a à craindre aujourd'hui, qui est très dangereux, effectivement, que l'armée se délite. Il y a un risque de délitement de l'armée. La subordination, peut-être. Oui, mais c'est ça le délitement. Il y a un risque de délitement. C'est ce que je voulais C'est-à-dire, dire. quand on entend et on les écoute bien, les partisans de Gaïd Salah, on sent le danger approcher. Même post-mortem. Hein. Oui, mais justement, mais les gens qui se réclament de Gaïd Salah, moi j'étais étonné de les à fait. entendre. Tout à fait. Oui, mais même Nazar, depuis l'Espagne, dans une vidéo, il a appelé à la sédition au sein du commandement militaire. Il a appelé à la rébellion contre Gaïd Donc Salah. il y a, Donc, il y a avec l'environnement qui est le nôtre aujourd'hui, un risque grave de délitement de l'armée. De toute façon, Et pour revenir à ce que tu disais, je me permets de te tutoyer, Karim, c'est Karim, ce que Macron a fait, le pouvoir de Boumediene l'a fait en 1976. Il y avait, permettez-moi le mot, un débridage de la parole. J'y étais. la comme charte journaliste. nationale, La charte nationale. moi aussi j'y étais, c'est pas vrai. Non, je l'ai fait comme Non, journaliste. non, je veux dire, Non, non. ce n'est pas vrai. Ça veut dire, non. je vous laisse vous Oui, exprimer, non, je non. dirai mon avis. Non, J'y après. ai participé. Ouais, moi, j'étais journaliste. Et Oui, je oui. suis allé d'ailleurs chez toi. Oui. Dans Batna. j'ai fait tout l'Est Batna, tout Oui, oui. l'Est de Moi aussi, l'Algérie. moi aussi, je me suis où la exprimé, j'ai failli me faire population- arrêter. Peut-être, Ouais, mais ouais. ce que moi j'ai fait comme travail, y compris auprès de la police et de la gendarmerie. D'ailleurs, il y a eu à Oumbougui une bagarre entre le commissaire et un brigadier de police, parce qu'il m'avait parlé. Et chose étonnante, Oui. c'est que les débats, en tout cas les miens, que j'ai transmis, sont passés en direct. Et c'était d'une tonalité de notre tonneau de Oui, absolument. On s'explique. Hein. Là, il y avait vraiment un grand débat. Au niveau des individus, par exemple, toi, tu as failli te faire arrêter, mais nous avions travaillé en toute liberté, sincèrement, et les débats ont été retransmis, certains en direct. En tout cas, du moins, moi, ce que j'ai vu, c'est que ce n'était pas du direct d'abord. Et ensuite, j'ai entendu des gens dire n'importe quoi, ils sont passés. Et les plus virulents ont voulu dire quelque chose. Ils ont été déclassés, ils ont été menacés. Les plus virulents dans les débats qui posaient de véritables questions ont tous été fliqués. Ah oui, fliqués, menacés. pour revenir à cette question, moi je suis étonné qu'on essaye de parler, de commenter des décisions de justice, que lorsque l'armée contrôle la justice. Ça me rappelle ce que disait Clémenceau. La justice militaire est à la justice ce que la musique militaire est à la musique. Voilà. C'est-à-dire, on sait tous que la justice militaire n'est pas une justice. La politique militaire n'est pas une politique. C'est de l'ordre, il n'y a pas le... Juste pour abonder, Ouais. Clémenceau a dit aussi Ouais. la guerre est une chose trop sérieuse pour la confier Aux aux militaires. militaires. Ben voilà. Non. Voilà, ça c'est Oui. Clémenceau aussi. Et même, d'ailleurs, Et la guerre, justement. Tu sais très bien, je me permets aussi de te tutoyer, Daïdir, que la guerre, elle n'est pas entièrement confiée aux militaires. Normalement, elle n'est pas confiée aux militaires. Elle est Elle n'est confiée pas aux militaires entièrement. au niveau de l'exécution, Voilà, tout à pas fait, de la tout déclaration. à fait. Et je rappelle aussi que même, il y a parmi les règlements qu'il y a dans les armées et dans les lois de la guerre, c'est que à l'époque, dans le bon vieux temps, on ne tirait pas sur les hauts gradés, on évitait de tuer les hauts gradés des deux armées, c'était des principes. Pourquoi ? Parce que c'était les seuls qui pouvaient mettre terme au combat. Parce que si on commençait en butant tous les gradés, ça veut dire que les soldats s'entretueraient jusqu'au dernier. En tout cas, pour revenir à cette décision de justice, je pense qu'il ne s'agit pas réellement de la justice. La logique, lorsque on parle de faucille, justice qu'on symbolise avec une faucille,
on sait très bien qu'on n'est plus de, il ne s'agit plus de la justice. Elle est évidée de son sens. Il n'y a plus rien. Donc, ce qu'il y a maintenant, ça m'a plu tout à l'heure la remarque de Daïdé, et je pense qu'on y arrivera après. C'est comment ramener maintenant. Ramener le débat, comment ramener la question, comment ramener la lutte pacifique entre le régime et les opposants, comment revenir au champ politique, comment faire de nouveau de la politique. Parce que ce régime-là, ce système, il est condamné par l'histoire. Il ne pourra pas perdurer de cette manière. Et c'est impossible, c'est anhistorique, ça ne peut pas. Mais par contre, il y a le risque de délitement tous les risques sont possibles. Et c'est ceux qui contrôlent maintenant la décision, c'est les hauts gradés militaires qui portent cette responsabilité. Après, il y a tout le déshonneur symbolique pour l'Algérie. Là, aujourd'hui, il y a quand même un adolescent qui a été condamné à 3 ans de prison pour des dessins. Des dessins politiques. Non, des caricatures. Des caricatures, des memes, comme on dit. Voilà. Sur Facebook, on condamne 3 ans. Alors, justement, pour rester dans la question de l'armée, il y a une déclaration de Monsieur le Président de la République, puisqu'il faut l'appeler comme ça, c'est son titre, même s'il a été désigné plutôt qu'élu. Il a fait une déclaration qui est passée quasiment inaperçue, qui n'a été relevée par quasiment personne, et qui est gravissime. Elle est vraiment de l'ordre de... C'est plus que l'absurde. Ça devrait faire sortir tout le peuple algérien dans la rue. Même si nous savons que le régime est entre les mains de l'oligarchie militaire. Moi, je préfère dire ça, ou de la junte, plutôt que de dire de l'armée. Même si on le sait très très bien, que ce n'est un secret pour personne. Mais le fait que le président de la République, garant de la Constitution, garant de grands équilibres au sein de l'État, viennent dire dans une déclaration télévisée l'État et à sa tête l'armée nationale populaire digne et héritière de la LN, et que ça passe comme une lettre à la poste, à votre avis, cette déclaration? Il a dit une vérité. Oui, mais... Il a dit une vérité. Naïvement peut-être, mais une vérité. Non, moi j'aurais dit, tiens, il a du mérite sur ce coup-là. Peut-être que ce qu'il disait, les courageux. Macron a Voilà. dit qu'il est courageux. Oui, il a montré à la fois du courage, Voilà. mais ce que je lui demande, c'est d'être téméraire. Oui, mais dans ce Surtout cas, pourquoi ne pas donner directement le pouvoir au chef de l'armée, qu'on en Mais il finisse? Non, ça veut dire qu'au moins ils font comme Gaït Salah, il arrive, il nomme le président. En fait, le pouvoir, on peut voir qui a le pouvoir lorsqu'on regarde quand on regarde les informations 20h, le 20h de l'ENTV. Oui. Il faut savoir que lorsque Tebboune est apparu la dernière fois dans son discours de retour, il faut savoir qu'on n'a pas commencé le 20h par l'intervention de Tebboune, mais apparemment, on a commencé par montrer des images de matchs de football entre des régions militaires, et puis c'était le discours de Tebboune. Alors qu'il était absent depuis 2 mois. Et lorsqu'on regarde, parce que moi je m'amuse parfois à le faire, vous avez à peu près en pourcentage, ça tourne autour de 60 à 70% de temps d'image pour des tenues militaires. C'est dire. C'est dire. Et ça a son sens. Et c'est pour ça que maintenant, l'opposition, elle existe. C'est une opposition populaire maintenant. Les appareils politiques existent. Les personnalités politiques existent. Alors là, on va en parler. L'opposition existe, les personnalités politiques existent, les formations existent. Est-ce que vous pouvez être plus clair? Oui, parce que moi, je ne vois ni opposition, Formellement. ni personnalité politique, ni parti politique, à part un peu, en ce moment, il faut l'avouer, le RCD. Relativement. En fait, ce que j'essaie de dire, l'opposition, elle existe, c'est le bloc, c'est le Hirak. Oui, mais elle existe. Karim, très franchement. C'est très important. Karim, très franchement. Ouais, on va y aller. Le Hirak existe, personne ne peut le nier. Ouais. Mais il est en stand-by. Non, il est en silence. Il a dit quelque chose avec lequel je suis en désaccord, mais si tu veux terminer sur le Hirak, tu peux. On y va, d'accord. Le Hirak n'est pas d'abord, c'est pas une force, c'est une force de pression. Oui, il n'y a. Tu veux terminer, tu termines. J'aimerais finir. Oui, et après, ok, comme ça marche, pas de souci. Parce que l'opposition, c'est des degrés.
L'ancienne opposition de façade qui avait structuré le régime, celle-là, elle est complètement balayée. Parce que c'est vrai qu'elle existe toujours de façade, oui, mais dans la réalité des choses, et ce régime le sait, le système le sait, ceux qui dirigent le savent, il y a une opposition. C'est l'opposition de la rue, c'est le Hirak. Ce n'est pas une opposition structurée, c'est une opposition disparate. Mais c'est une opposition qui existe et qui est radicale, c'est-à-dire qui se constitue contre le régime, Oui. absolument, Oui. d'une manière vraiment irréconciliable, si on peut dire ça. On peut pas, c'est deux blocs. Autour de cette opposition populaire qui n'est pas structurée, gravite, il y a des appareils politiques, il y a des personnalités politiques, il y a des militants, il y a des associations, il y a des mouvements, il y a des mouvements citoyens, il y a tout un ensemble. Des collectifs. Des collectifs, il y a beaucoup de collectifs, il y a des intellectuels, quelques intellectuels, il y en a beaucoup, il y a des collectifs d'étudiants, un mouvement d'étudiants qui est relativement bien. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Mais ça n'est pas le noyau. Là, l'enjeu maintenant, l'enjeu, et c'est là que ça devient vraiment de la politique, c'est que la rue ne peut pas se structurer en elle-même. Et d'ailleurs, c'est ça son point fort. C'est pour ça, peut-être c'est à ça qu'allait venir l'idée. La rue, par nature, elle ne peut pas se structurer elle-même. Elle va produire des éléments structurants. Ces éléments structurants passent par quoi? Passent par les revendications, passent par l'essence du mouvement. Ces éléments-là doivent être captés. Capté par qui? Pas récupérés, doivent être captés. Par qui? Justement, par toutes les personnalités, les appareils, les anciens et les nouveaux, les collectifs, par tous ce qu'on pourrait appeler les acteurs politiques, quelle que soit leur nature. Si on capte bien les revendications, une possibilité de structuration autour de ces revendications, pas autour des appareils, pas autour des personnalités, pas autour des collectifs, autour du projet, parce que derrière les revendications, il y a quand même un projet. Le Hirak, il porte un projet. Et ce n'est pas son rôle de définir les mécanismes ou de... Si toute cette élite, tous ces mouvements politiques structurés captent ce projet-là, il y a une possibilité de structuration autour de ces revendications. Et là, la pression, elle sera canalisée et orientée de manière politique. Et là, le régime se retrouvera réellement à l'intérieur, mais surtout à l'international, face à une opposition politique, une alternative. Voilà, Et on passe à une alternative. Pourquoi ça ne s'est pas concrétisé Parce que pour moi, c'est trop tôt. Ça commence maintenant. D'ailleurs, on regarde par exemple ce que disent le discours, par exemple, des militants et des gens qui étaient au départ contre une structuration. Maintenant, ça commence à changer. Ça va vers une organisation. Les gens commencent à se mettre d'accord. C'est la nature du mouvement. C'est un mouvement qui ne peut pas se structurer en 1 mois ou 2 mois ou 3 mois. C'est un mouvement qui prend du temps. Mais je pense, si cette opposition de la rue se structure autour d'un projet, ça deviendra une alternative. Et c'est ça la véritable opposition politique, une alternative. Si les acteurs, et c'est là... Il pourrait avoir un SMIC politique oui, bien sûr, autour de toutes les forces en présence, de toutes les mouvances, les ancrages idéologiques. Oui, et c'est là la condition, et ça peut-être j'aimerais qu'on en discute de ça, si les acteurs politiques actuels n'arrivent pas à capter l'essence du mouvement et à se structurer autour de l'essence de ce mouvement, ils seront balayés par le mouvement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. D'abord, quand on parle de structuration, on n'est pas dans un appareil organique. Parlons plutôt d'abord, dans un premier temps, d'organisation pour abonder dans ton sens. Ça, c'est très important. Quand tu dis personne n'a capté la véritable demande politique, sociétale, idéologique du Hirak. Les gens sont sortis contre le 5e mandat, les gens sont sortis pour l'égalité, les gens sont sortis pour une justice indépendante, les gens... Voilà. Ça peut être le socle de valeurs que tu appelles de tes voeux. Et la démocratie, bien évidemment. Il y a eu des personnalités politiques qui ont émergé. Après, je reviendrai sur la proposition qu'a faite Balaï. Il y a des partis politiques qui se sont engagés, les uns avec du succès, les autres ont été éliminés il y a même des personnalités qui ont été éjectées.
ça, c'est une réalité. Est-ce que c'était commandité? On ne peut pas savoir pour le moment. L'organisation, elle peut se faire sur un socle de valeurs. Monsieur Benchenouf t'a interrompu, il t'a dit bon, maintenant, est-ce que dans l'idéologie, sur quelle base? Moi, au lieu de parler de structuration, non, moi j'ai la lecture de ça. Pas aussi peut-être de ce que je peux comprendre de ce qui arrive. On peut organiser autour d'une pensée structurante, autour de valeurs, sur un socle de valeurs communes. D'accord? Moi, le Hirak, pour moi, il ne peut en aucun cas être structuré. Ce n'est pas possible. Les partis politiques qui prennent en compte les valeurs du Hirak, ils ont toujours prises. Hein. Vous savez, le FFS a ses valeurs doctrinales, le RCD a ses valeurs doctrinales, le MDS a ses valeurs doctrinales, le PT aussi, le PST aussi. Bon, maintenant, c'est vrai qu'ils ne sont plus peut-être représentatifs pour certains d'entre eux, je suis d'accord. Mais il y a, comme on en a vu des débats assez clivants avec M. Benchenouf, quand il dit le parti politique, avec Brahim aussi, entre le parti politique, on peut en parler, et la famille politique, qui représente un certain nombre de valeurs. Et ça peut se jouer là-dessus. Moi, je pense qu'il vaut mieux parler d'organisation. Hein. Il faut utiliser la force du Hirak pour faire bouger les lignes. Il faut que ceux qui se sentent un destin national s'impliquent. Il faut impliquer tout le monde, mais sur un socle de valeurs commun. C'est le socle qui est commun. Qui reste dans le cadre du principe. Je ne parle pas de préalable démocratique, qu'on s'explique. Je parle de valeurs qui doivent structurer la nation algérienne. Si on ne parle pas de la nation algérienne, on n'arrivera jamais. Si on ne parle pas de la refondation de l'État, pas la refondation simplement de la nation, de l'État, on n'y arrivera jamais. Il faut rentrer dans le cœur de cible, il faut rentrer dans le dur. Il ne faut pas... Et j'avais dit la dernière fois le fait que beaucoup de gens dont tu parlais brillamment là, il y a 2 minutes, tu disais les gens ne veulent pas s'organiser, ils ont eu peur, c'était le saut vers l'inconnu. C'était le saut vers l'inconnu. Pour certains d'entre eux, c'était les rappeler à des souvenirs douloureux. Donc c'est toutes ces questions-là, à la fois de psyché, à la fois de devenir, de mise en perspective du pays. Et quelle est l'orientation du pays? On aura les Méditerranéens et les Africains, les autres ils vont te dire on a des orientaux. Comment on fait? Comment on règle ça? J'ai une petite, très vite. J'ai une petite remarque sur ça. Je pense que sur le terme organisation, structuration, nous sommes d'accord. L'organisation est beaucoup plus préférable. Et moi, j'ai pas c'est pratique. Et moi, j'ai pas parlé par contre, parce que c'est là il y a la nuance. J'ai pas parlé de structuration du Hirak, j'ai parlé de structuration de l'opposition. Et ce qui est un peu, parce que c'est la formation aussi de Daïdir, je sais que avec tout ton historique, c'est-à-dire le problème, c'est que pour Daïdir, lorsqu'on parle d'opposition, elle se limite au parti. Ça part directement de logique d'appareil de parti. Là, la particularité avec le Hirak, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont très influents, qui ne sont pas justement représentés dans des partis. Organiquement liés. Qui ne sont pas organiquement liés, qui ne sont pas encartés. Et surtout, ce qui est demandé en ce moment, ce que la rue réclame, c'est que, et c'est là sur lequel nous sommes d'accord, toi tu l'appelles un ensemble de valeurs, moi je l'appelle un projet de société. Le Hirak le Hirak porte en lui les graines d'un projet de société. Et donc les partis, lorsqu'ils vont vers la rue, il ne faut pas qu'ils y aillent. Et c'est là que je vais vous parler d'une initiative qui n'émane pas de moi, mais que j'ai captée sur Internet, d'un collectif parisien qui est très intéressante. Dans ce sens, les partis, quand ils vont vers ce mouvement pour contribuer, parce que c'est là leur valeur ajoutée, ils ont tout un savoir-faire, pour contribuer à l'organisation du mouvement, il ne faut pas qu'ils y aillent avec leur idéologie. Parce que ce qui va sortir de cette union sacrée, de cette organisation, c'est un projet de société, pas un projet de parti. Et c'est là que je donne l'exemple de cette initiative parisienne. Je salue ces porteurs, je connais certains, mais je ne sais pas ce qu'ils sont structurés ou pas. J'ai vu un des collectifs parisiens publier un appel dans lequel il appelle tous les collectifs, tous les partis, toutes les personnalités à s'unir et à aller dans le sens de l'union en disant temporairement, en laissant leurs étiquettes politiques. Et je trouve que ça n'est pas naïf. C'est-à-dire que le temps, maintenant, l'heure exige des compromis, des sacrifices, exige beaucoup de choses. Une union sacrée. Et l'union sacrée, elle va se faire autour d'un projet de valeur, un projet de société, mais pas uniquement. C'est-à-dire, moi je ne parlais pas d'idéologie, je disais sur un socle de valeurs. Ouais. Et au lieu d'union, pour le moment, l'union, c'est la consécration de quelque chose. Ouais.
parce que les gens sont différents, sont de cultures politiques différentes, sont d'approches différentes. Il y a des islamistes, il y a des libéraux, parlons d'unité d'action et l'union arrivera après dans le cadre de justement d'un nouveau pacte d'union nationale une fois qu'on aura tout défini. Brahim Younsi. Nous sommes, et pas seulement nous, hein, je crois que c'est le monde qui est confronté à ce type de lutte. Et cela s'est passé, il y a un philosophe espagnol qui a écrit un grand livre sur les masses. C'est très difficile à contrôler une masse, très difficile. Et nous sommes à l'ère des masses. C'est extrêmement important de le souligner parce que nous vivons l'ère des masses partout. Et le reflux des organisations politiques, partout, y compris aux États-Unis. Il y a une remise en cause et un philosophe historien américain, Christopher Lasch, on a parlé. Qu'est-ce qu'il a lâché? Qu'est-ce qu'il a lâché, oui. Jacques Rancière ici, qui parle de la haine de la démocratie par les élites. Parce qu'il y a les masses aujourd'hui. La globalisation dans son sens le plus négatif. C'est ce que pensent certains. Oui. C'est l'intervention des masses. C'est le prêt à penser, si tu veux. Ouais, Voilà. c'est l'intervention des masses dans le politique. Philosophiquement, c'est la fragmentation. On est dans une ère fragmentaire, c'est-à-dire refus de tout ce qui est structuré. C'est qu'il y a un reflux partout. Et ça se reflète Des même en formes de littérature. dégagisme, Même en littérature, par exemple, on a des textes maintenant, on n'écrit plus d'une manière linéaire, on écrit d'une manière anachronique, complètement. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. On l'a vu en France, et tu en as parlé tout à l'heure. Aux États-Unis, par exemple, la remise en question, la remise en cause de la démocratie. Et il faut savoir que c'est aux États-Unis qu'est né le premier parti au monde. C'est le Parti démocrate, en 1882 ou 1885. Et il y a une remise en sénateur républicain qui appelle à quoi? Non pas à dénoncer ou à faire des recours sur les votes, mais à rejeter les électeurs. À rejeter les électeurs dans les États dits disputés entre Trump litigieux, on va dire. Entre Trump et Biden. Alors, C'est cette ère des masses. Je crois que même chez nous aujourd'hui, il faut le dire, il y a beaucoup de facteurs d'incertitude. Il y a beaucoup de facteurs d'incertitude. Et c'est là où ces incertitudes-là, que je pense chacun d'entre nous voit, y compris à l'échelle micro-Irak, à Paris ou ailleurs. Il y a des facteurs d'incertitude. Et ces facteurs d'incertitude-là, il faut absolument qu'ils soient réglés. Qu'ils soient plutôt gérés, parce que là on parle de gestion de l'incertitude. Oui, absolument, mais ce n'est pas réglé, c'est géré. Il faut savoir qu'il y a certaines entreprises maintenant, ou certains même projets nationaux, dans certains pays, qui sont lancés avec toujours une marge d'incertitude, voire des technologies incertaines. C'est-à-dire ils lancent des projets. Dans le cas de l'incertitude relative. Tout à fait. C'est la raison par laquelle... Alors, ce que j'aimerais vous demander, mes chers amis, à un moment où il se passe ce qui est en train de se passer, c'est incroyable, c'est absurde, c'est énorme, c'est énormissime ce qui se passe là, au niveau de la justice militaire, au niveau de la présidence de la République, au niveau de cette carence absolument incroyable au sein de l'État, si tant est qu'on puisse l'appeler ainsi, État. Au même moment, il y a un désintérêt total des supposées élites qui ne se prononcent pas, qui ne dénoncent pas, qui ne relèvent pas, qui sont totalement en carence. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, et dans le même temps, ce fameux phénomène de Bosba al-Azraq. Ces foules énormissimes. Il ne faut pas se mentir, il ne faut pas se payer de mots. Il existe des millions d'alliés naturels de ce régime, d'alliés parce qu'ils y trouvent leur compte ou parce qu'elles ont été manipulées. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la naïveté, qui pensent réellement que quiconque s'attaque au régime s'attaque à la nation, aux shuhada, aux mujahidines. Comment faire pour essayer de sortir de cette perception des choses, ce marasme politique? Et ce sera le dernier tour de micro parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Vas-y,
Non, par rapport. Je vais terminer. Oui. C'est vrai qu'il y a une espèce de faillite des élites. Moi, je suis partisan depuis très longtemps de dire qu'un peuple, en règle générale, ou des communautés nationales regroupées autour d'un projet, sont charriées par leurs élites. Je l'ai dit tout à l'heure, pour ce nouveau pouvoir, ce nouveau régime qui se met en place à la place d'un autre, c'est toujours comme ça, on a l'impression que c'est les vieilles feuilles de papyrus égyptiens. Il est à noter une chose, c'est qu'on ne peut plus continuer comme ça. Les élites ont démissionné. Si on reparamètre ce qui nous arrive sur le sol algérien, un président esselé, une élection présidentielle tronquée, un référendum, je ne sais pas comment on peut le qualifier, qui a été boycotté par la majorité du peuple algérien, des problèmes au niveau de la justice militaire, des problèmes au niveau de la justice civile, une économie en panne, un choix de vaccins qui laisse des élites supposer... absentes. Et tout ça, ça ne fait pas bouger l'élite. Et tout à l'heure, quand je disais le régime n'a plus de réservoir derrière lui, parce que personne ne pourra, quel que soit l'amour que vous portez à votre pays, tant que le véritable pouvoir et qu'il n'y ait pas la subordination, et c'est très long à obtenir du pouvoir militaire au pouvoir civil, il y a très peu de gens qui vont aller mouiller le maillot. Pour un problème d'honneur, c'est-à-dire que maintenant, participer à un gouvernement par rapport à la grosse masse de l'ensemble des Algériens est un acte de trahison pour le Hirak. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que vous cautionnez une politique qui n'est pas bonne, une politique économique qui est incertaine, on est isolé, avec tous les maux qui caractérisent actuellement la société algérienne, on ne peut plus y arriver. C'est toutes ces questions-là. Mais d'où va venir le salut ? Le salut ne peut venir, encore une fois, d'une conjonction, d'un compromis historique. Il faut appeler à ce compromis historique. Alors, je vais vous le dire, entre d'abord ce que j'appelle moi le Hirak, la rue, qui va sécréter les grandes familles politiques qui vont s'impliquer. Moi, je vois, et je l'ai dit la dernière fois sur le plateau, des Mohsen Belabès, des Karim Tabou, qui ont peut-être des projets différents, des approches différentes, et des libéraux, des islamistes, mais qui ont... Il faut régler le problème au départ du socle de valeurs. Hein. À partir de ce moment-là, un SMIC, oui, sans ça on ne peut pas arriver. Sans ça, on va à l'explosion du pays. Un cadre. Sans ça, on va à l'explosion du pays. Il faut qu'on arrête de mettre de la poussière sous le tapis. Ça, c'est évident. Et vous l'avez noté, tout le monde l'a noté. Et à partir de ce moment-là, s'il y a convergence de vues, l'armée doit s'émanciper de ces vieux généraux. C'est terminé pour eux, c'est terminé. Il faut que... j'appelle pas la sédition de l'armée, mais il faut à tout prix que les choses changent avec le scandale, là, actuellement, de cette justice militaire, qui, sur le fond, on leur a monté un dossier bidon, au général Touffer et à tous ces gens-là. Ah oui, mais quelle image ça donne ? Quelle image ça donne quand vous voyez au même moment le petit jeune qui est condamné à le général Adélé en prison, le Rachid Nekez et les moins connus d'entre nous. C'est affreux, ça ne peut plus durer comme ça. Moi, il faut qu'il y ait une prise de position historique et qu'il y ait un appel qui soit lancé, qu'on arrive à densifier ce Hirak. Quand je dis Hirak, parce qu'une fois qu'on a dit ça, c'est difficile à mettre en place, mais que les gens prennent leurs responsabilités. Karim. Oui, le rôle de l'élite démissionnaire, une élite démissionnaire, ça revient toujours... Pourquoi, Karim? Pourquoi moi, je sais ça que revient à la les élites définition existent, des personnalités existent. Il y a elles sont différence connues. entre l'élite et l'intelligence. Pourquoi Je crois, oui. si on prend le sens de l'élite, Oui. on va dire dans son sens peut-être le plus connu, c'est-à-dire académique, on va dire les meilleurs. Hein. Les meilleurs. Les meilleurs en quoi? Les meilleurs en quoi? Est-ce que vous parlez des plus... Les élites politiques. Les élites, ouais. Les élites qui s'impliquent en politique et qui veulent apporter en politique, qui veulent participer à la vie politique. Moi, je Voilà. parlais de Voilà. l'élite Donc, politique, moi je disais. L'élite politique, c'est une élite. C'est l'un des grands problèmes de l'Algérie. Et d'ailleurs, ces exceptions, les quelques exceptions de personnalités vraiment politiques en tant qu'élite politique qui sont acceptées par la rue sont relativement rares hein, par rapport à tout le panel qu'on a. L'un des gros problèmes de l'Algérie, c'est que c'est le système lui-même qui a produit son élite politique. Mais je ne parle pas de ces élites-là. Voilà. Ces élites-là, il n'est pas question qu'elles s'impliquent, au contraire, elles feraient bien de se taire et de continuer. Tout à fait. Moi, je Donc, parle de ces élites
qui n'émergent pas, qui ne se cristallisent pas, Qui ne prennent pas leurs responsabilités. qui ne prennent pas leurs responsabilités. Surtout ça, M. Benchenouf. Elles sont très peu nombreuses, déjà. Elles sont très peu nombreuses, parce que c'est ce que je disais, le régime a créé sa propre élite. Donc, on a les quelques brebis égarées. Mais elles sont potentielles, elles existent. Voilà, elles existent. Et puis, il y a d'autres élites qui vont sortir. Si le projet de société qui est le Hirak, et c'est là que les rares élites, les rares exceptions qu'on a qui sont acceptées par la rue, ont une responsabilité, c'est là que je veux rejoindre l'idée, elles ont une responsabilité historique de contribuer, parce que quand on voit le courant islamiste, quand on voit le courant démocrate, quand on voit le courant libéral, quand on voit... Il y a très peu de figures qui sont quand même acceptées par la rue dans tous les courants. Donc, ces figures-là peuvent jouer ce rôle, doivent le jouer. Mais si, voilà. Mais si par contre, et c'est là que c'est important de comprendre les mouvements socio-historiques, s'ils ne jouent pas ce rôle, ils vont être dépassés. Parce que les mouvements avancent. L'histoire n'attend personne. Donc, et c'est pour ça qu'on a vu certaines personnes, j'ai pas envie de dire, voilà, elles ont bien réagi au mouvement, pour parler d'une manière... donc, elles ont bien suivi le mouvement, elles ont compris... Elles ont fait corps, quelque part. Voilà, elles ont fait corps avec le mouvement. C'est parfait, c'est très bien. Le peuple revendique ça. Et je pense qu'avec eux aussi, il y aura une autre élite qui va émerger. Ah, tout à fait. Voilà, tout à fait. Il y a une autre élite qui va émerger autour du projet national. Parce que le cœur du problème en Algérie, il faut toujours le rappeler, c'est un modèle de société. Si on ne change pas de société, ça veut dire qu'on est toujours avec l'ancien régime. On va changer, on va changer certaines personnes, certaines figures, certains partis. Mais non, on restera toujours dans l'ancien système. Mais par contre, si, et c'est là le sens que je donne, moi, le sens noble de l'élite, l'élite, elle est toujours avant-gardiste. L'élite, c'est l'élite. Vous êtes en train de décrire une révolution. Voilà. Une révolution, une démarche, et pas seulement par l'élite. Karim veut dire une démarche iconoclaste, c'est-à-dire que tous les tabous anciens doivent être dépassés. Voilà, je te rejoins. Ibrahim Younsi, pour le mot de la fin. Cette question de l'élite se pose au moins depuis le début du XIXe siècle. Et vous avez trois grands auteurs qui ont travaillé sur les élites et l'élite. C'est Pareto, d'abord. C'est lui qui a le plus travaillé sur l'élite ou les élites. Mosca. C'est lui qui a forgé cette élite que l'on appelle la classe politique. C'est lui qui a forgé le mot classe politique, Mosca. Et vous avez Robert Michel. Robert Michel qui a écrit sur les partis politiques. Et tous les partis politiques produisent leurs élites. Et ces élites-là, lui a appelé cela la loi d'airain de l'oligarchie. Dès qu'il y a une élite, il y a une oligarchie. Il y a oligarchie forcément. Nous le voyons dans les partis politiques. Parce que les élites prennent le pouvoir. Et voilà. Donc forcément. Forcément, ils deviennent une oligarchie. Oui. Donc, cette loi d'airain de l'oligarchie, il faut toujours se la mettre dans la tête, dans son cerveau. Oui. Ceci dit, sur les débats qu'il doit y avoir lieu, et il faut qu'ils aient lieu, dans le sens que tu as dit. Dans le sens que tu dis. Mais nous avons un gros problème chez nous. C'est qu'il y a des gens qui vont vers l'universel tout en nous posant les problèmes singuliers. Est-ce qu'on va régler les problèmes de la singularité, le singulier, ou nous allons régler les problèmes de l'universel? C'est une vaste question. Non, c'est une vaste question. Mais c'est juste parce que ce qu'il dit est très important. Est-ce que finalement, il y a la question que je te pose, je m'improvise, Monsieur Benchenouf, excusez-moi. Merci. Est-ce que finalement, la démocratie ne peut pas régler la singularité et l'universalisme? Alors là, on parlerait de démocratie consociative à la Suisse, etc. Moi, je définis. C'est un vaste débat, je suis d'accord avec vous. Permets-moi juste là. J'ai toujours défini la démocratie comme le moyen, voire le seul moyen de règlement pacifique des conflits. Quel qu'il soit. Ouais. Et si vous permettez, c'est là que et je vais ce sera le mot de la fin, parce qu'on dépasse. Je finis sur la définition de Nietzsche qui est magnifique pour l'élite, et moi c'est ma définition. Nietzsche, ce qu'il dit, l'élite, c'est ceux qui sont capables d'inventer des valeurs nouvelles et de les imposer. Oui. Donc, le Hirak
nouveau projet de société pour une Algérie nouvelle, réelle. Donc, Dans l'Algérie nouvelle, voilà. bannis-le de ton vocabulaire, Voilà, il faut. nous Ça- sommes ça, oui. traumatisés. Donc, une élite avec de nouvelles valeurs qui les porte et les impose. Le Hirak forme cette élite. Ah bah oui, il est en train de les former. Le Hirak Non, je veux est- dire lui-même, Ouais, lui-même. lui-même, mais ça passera par des personnes aussi à un certain oui, moment. Le Hirak est Ça en passe train par- de former. Oui, Juste pour dire. terminer, Oui, monsieur oui, Benchlouf, oui. ce qu'a dit tout à l'heure Karim, j'ai une nuance avec lui quand il a dit le système ne produit plus ces élites. Parce que s'il avait été intelligent, ce régime, il aurait produit des élites qui auraient été à rebours même de ses propres intérêts, mais pour justement jouer le côté biaisé par rapport à C'est pour ça qu'il est il n'a pas c'est su. pour ça qu'il Voilà. est condamné historiquement. C'est pour ça que moi je suis optimiste. Il vient- Ah, il va C'est le falloir moment conclure, Brahim Il Youssi. il vient de se rendre compte, ce régime, moi ce système, pas toi, ce régime, ce système, qu'il a creusé un abîme entre le peuple et lui. La reproduction du même n'est plus possible. Le C'est régime, pour ça que pour j'ai dit conclure, que l'histoire ne va pas se répéter de façon mécanique. le régime est en train, et il a toujours produit ses élites par rapport à ses propres visions, à ses propres perceptions, et surtout Il a essayé de par produire rapport d'autres à à ses l'extérieur et à la propres périphérie du système, intérêts hein. et à ses seuls intérêts. Cette émission est maintenant terminée. Idil Honorn, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Brahim Younsi, merci beaucoup. Karim Naïtoussi, merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup, chers amis, de nous avoir suivis. On est d'accord sur une chose, que ce régime ne peut pas s'amender. C'est impossible, c'est dans sa nature de ne pouvoir s'amender. Comme il est dans la nature du Hirak, il n'a pas le choix. C'est son seul exitoire, j'allais dire, que de revenir sur la scène politique, d'arracher le droit du peuple algérien de vivre libre dans un pays réellement démocratique où les institutions seront consacrées, où les pouvoirs seront séparés et où la démocratie sera l'expression du pouvoir souverain du peuple. Merci beaucoup. Qawala khair. Slama.